Le silence d'un quartier, brisé par le grésillement d'un grill. Le parfum du suya, jadis symbole de fête et de fraternité, devenu l'odeur de la trahison et des larmes. Ceci n'est pas une simple histoire de viande grillée. C'est l'histoire d'un frère brisé par l'envie, d'un peuple trompé par ceux en qui il croyait, et d'un homme qui a tout perdu à cause d'une seule poignée de main dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi, après avoir entendu cette histoire, vous ne regarderez plus jamais le suya de la même manière. La fête du quartier. La nuit était tombée sur Lagos, mais la ville ne dormait jamais vraiment. Dans un quartier populaire, les tambours avaient commencé à résonner dès le coucher du soleil. Des enfants pieds nus couraient entre les ruelles, leur rire s'échappant comme des étincelles dans l'air chaud. Les femmes, vêtues de pagnes aux couleurs éclatantes, faisaient tournoyer leurs hanches au rythme des percussions. Les hommes, eux, discutaient de politique, de football et d'affaires, tout en sirotant de petites bouteilles de soda-bi. Mais ce qui attirait le plus la foule, ce n'étaient pas les danses ni les tambours. Non. C'était l'odeur du suya, cette viande grillée et épicée qui embaumait le quartier. Les fumées s'élevaient comme un appel divin, irrésistible, venant du coin de la place où un grand feu rougeoyait. Là, derrière son grill noirci par les années, se tenait Madame Musa. Madame Musa était connue de tous. Grand, barbu, vêtu de son boubou blanc toujours impeccable malgré la fumée, il avait un sourire qui donnait confiance. Son suya, disait-on, avait un goût unique, un goût que nul autre marchand n'avait réussi à imiter. Certains affirmaient que c'était sa recette secrète. D'autres disaient que c'était sa façon de prier avant de mettre la viande sur le feu. Et lui, avec son rire grave, répétait toujours. Mon feu est béni, et ma viande vient des meilleurs troupeaux. Les clients défilaient, pressés de goûter. Les billets changeaient de main, les morceaux de viande disparaissaient aussitôt découpés. Les enfants, impatients, se faufilaient entre les adultes pour grappiller quelques miettes tombées au sol. Dans ce quartier, la fête n'était pas une fête sans le suya de Madame Musa. Ce soir-là, l'ambiance avait quelque chose de particulier. C'était comme si le quartier entier voulait oublier ses problèmes. Les factures impayées, la chaleur étouffante, la misère qui frappait certains, tout semblait s'effacer devant la danse, les rires et surtout la promesse d'une bonne portion de suya. Parmi la foule, 3 jeunes hommes avançaient ensemble, se bousculant en riant, Adé, Chic et Tinde. On les connaissait comme les 3 frères Sansan. Inséparables depuis l'enfance, ils avaient grandi dans la même rue, partagé la même école, et souvent mangé le même morceau de pain quand l'argent manquait. Ce soir-là, ils n'avaient qu'une idée en tête, s'offrir une grande assiette de suya et célébrer la vie. Adé venait de décrocher un poste important, Chic rêvait d'affaires et de richesses, et Tinde parlait toujours de voyage et de poésie. Quand ils s'approchèrent du grill, Madame Musa les reconnut et lança d'une voix forte. « Ah mes garçons, voilà mes clients fidèles. » Il coupa un gros morceau, le posa sur le feu, puis leva les yeux vers eux avec ce sourire qui mélangeait tendresse et mystère. La nuit s'annonçait belle, pleine de musique, d'amitié et de viande grillée. Mais personne, pas même Adé, Chic ou Tinde, ne pouvait imaginer que derrière cette odeur délicieuse se cachait une vérité amère. Une vérité qui, un jour, ferait dire au quartier entier. Vous ne mangerez plus jamais de suya après avoir vu ce qui se cache derrière ces flammes. Les amis inséparables. Leur assiette de suya fumait encore lorsqu'ils s'assirent sous un vieux manguier, à l'écart du vacarme. La nuit de fête continuait autour d'eux, mais dans ce coin plus calme, on entendait mieux le grésillement de la viande, le souffle du vent et leurs éclats de rire. Adé, le plus sérieux du groupe, croqua le premier morceau et ferma les yeux. Je jure, le suya de Madame Musa, c'est un trésor national. Même à la maison de mon nouveau patron, je n'ai pas goûté quelque chose d'aussi bon. Chic, plus trapu et vif, leva les yeux au ciel. Adé, toujours en train de comparer les choses. Toi, ton problème, c'est que tu crois que la vie se résume à être parfait comme le suya de Musa. Tinde, le plus rêveur, éclata de rire en les regardant. Laissez Adé tranquille, il mérite de savourer. Ce n'est pas tous les jours qu'un gars du quartier entre dans une grande société d'import-export. Adé rougit légèrement. Il posa sa main sur l'épaule de Tinde. Ce n'est que le début, mon frère. Si Dieu veut, je pourrai vous aider aussi. Je ne vous oublie pas. Ces mots étaient sincères. Adé avait toujours eu ce cœur généreux. Mais dans l'ombre de ses paroles, un sentiment étrange naissait chez Chic. Il avait grandi avec Adé, ri avec lui, partagé la poussière et la sueur. Pourtant, ce soir, il sentit une brûlure qu'il n'avait jamais avouée, la jalousie. Pendant qu'Adé parlait de projets, de contrats, de voyages d'affaires à Dubaï et à Abidjan, Chic se taisait. Il mâchait son morceau de viande, mais dans sa bouche, il n'avait plus ce goût savoureux. Ce n'était plus que de la cendre. Tinde, lui, s'enflammait. Imaginez. Avec ton poste, Adé, nous pourrons un jour ouvrir une vraie compagnie. On importerait des voitures, du riz, du bétail même. Et moi,
Je voyagerai partout en Afrique pour écrire mes poèmes. Ils rirent tous les trois, unis comme toujours. Mais au fond de lui, Chic se dit. Pourquoi ce serait Adé et pas moi? Pourquoi lui doit réussir, pendant que je reste ici à rêver? La nuit avançait. La fête battait son plein. Adé riait, Tinde rêvait, mais Chic, lui, regardait Malam Musa derrière son grill. Le vieil homme lui renvoya un sourire discret, presque complice. Comme s'il lisait dans son cœur ce qu'il n'osait encore dire à voix haute. Et sans le savoir, ce soir-là, l'amitié des trois frères Sansan venait de recevoir sa première fissure. La première trahison. Quelques jours après la fête, le quartier semblait être retombé dans sa routine. Les femmes au marché, les enfants courant derrière des pneus usés, les hommes assis à l'ombre des kiosques athées. Mais pour Adé, tout avait changé. Il s'était levé plus tôt que d'habitude, avec une chemise fraîchement repassée, un parfum léger, et un sourire que rien ne pouvait ternir. Son nouveau poste dans la grande société d'import-export n'était pas seulement une fierté personnelle, c'était l'espoir d'un avenir différent. Ce soir-là, il avait invité ses deux frères de cœur, Chic et Tinde, chez lui pour fêter son premier contrat. La petite maison familiale d'Adé, modeste mais bien tenue, s'était remplie d'odeurs de riz jollof, de poulet frit et de boissons pétillantes. Sa fiancée, Ngozi, avait même décoré la table avec des fleurs de bougainvillier. Adé leva son verre, le sourire lumineux. Mes frères, si je suis arrivé ici, c'est grâce à Dieu, mais aussi grâce à vous. Nous avons traversé la poussière ensemble, nous avons souffert ensemble. Je vous promets, ce succès, ce n'est que le début pour nous trois. Tinde applaudit, les yeux brillants. Mais Chic, bien qu'il souriait, sentit encore cette brûlure en lui. Car il savait quelque chose que ni Adé ni Tinde n'avaient remarqué. En fouillant dans le sac d'Adé l'autre jour par simple curiosité, se justifiait-il à lui-même, il avait trouvé des documents, les papiers de l'entreprise, les propositions de contrat, et surtout la mention d'un partenariat que la société cherchait. Un fournisseur fiable de viande pour l'export. Cette nuit-là, pendant qu'Adé riait, pendant que Tinde rêvait, Chic planifiait sa propre ascension. Quelques jours plus tard, Chic se présenta discrètement chez Malam Musa. Le grillardeur, assis devant son feu mourant, l'observa de ses yeux sombres. « Toi, fils du quartier, tu viens chercher du suya à crédit ?» demanda-t-il en riant. Chic s'approcha, baissa la voix. « Non, Malam. Je viens te proposer un marché. Pas un morceau de viande, mais une richesse qui peut te donner un empire. » Il sortit les documents qu'il avait subtilisés dans le sac d'Adé. Musa les parcourut lentement, ses lèvres tremblant de ce sourire énigmatique qu'on lui connaissait. « Am, donc la grande société cherche un fournisseur? Et toi, jeune homme, tu voudrais que ce soit nous? » Pas nous, moi, répondit Chic avec une assurance nouvelle. Je serai le pont. Adé n'a pas besoin de savoir. Avec toi, Malam, nous aurons les papiers, et moi je serai le visage propre. Ensemble, nous prendrons ce qui devrait revenir à lui. Le vieux grillardeur éclata d'un rire grave qui résonna dans la nuit. Ton cœur brûle plus fort que mes braises, garçon. Très bien. Nous allons voir jusqu'où ta flamme peut nous mener. Ils scellèrent l'accord d'un simple serment de main. Une poignée ferme, lourde, comme une malédiction silencieuse. Pendant ce temps, Adé préparait son dossier pour présenter son projet au conseil de l'entreprise. Il ignorait qu'à ce même moment, son propre frère de cœur avait volé son avenir. Et Tinde, loin de tout cela, écrivait des poèmes sur l'amitié et les promesses d'un futur meilleur, sans savoir que l'ombre d'une trahison planait déjà sur eux. Le goût amer du suya. Le soleil se couchait à nouveau sur Lagos, et le quartier se remplissait de l'odeur familière du suya de Malam Musa. Comme chaque soir, les gens affluaient, attirés par ce parfum irrésistible, symbole de joie et de partage. Les hommes sortaient leurs billets froissés, les enfants attendaient avec impatience, et les femmes riaient autour des plateaux fumants. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Une vieille femme, Mama Esther, toussa violemment après avoir avalé un morceau. On crut d'abord qu'elle s'étouffait, mais très vite, d'autres clients se plaignirent, douleur au ventre, nausées, vomissements. Les cris commencèrent à couvrir les rires. Les tambours cessèrent. Et en quelques minutes, l'ambiance festive se transforma en chaos. Des rumeurs se mirent à circuler aussi vite que la fumée. Le suya est empoisonné. Musa a vendu de la mauvaise viande. Certains vont mourir. Les malades furent transportés à la hâte vers l'hôpital du district. Le quartier entier tremblait. Pour la première fois depuis des années, l'odeur du suya, jadis synonyme de bonheur, devint un parfum de peur et de suspicion. Le lendemain, dans les journaux locaux, on parlait déjà de l'affaire. Scandale sanitaire, des dizaines de personnes hospitalisées après avoir mangé du suya. Et au cœur de ce scandale, un nom apparut sur certains documents administratifs retrouvés par les autorités. Adé. On l'accusait d'être complice, car son nom figurait sur le contrat qui liait Malam Musa à la société d'export. Mais Adé, lui,
n'avait jamais signé ce contrat. Quand il apprit la nouvelle, il sentit son monde s'écrouler. Dans sa propre maison, sa fiancée Ngozi pleurait. « Ade, dis-moi que ce n'est pas vrai. Comment ton nom peut apparaître dans ces papiers? Tout le quartier parle de toi. » Ade, le cœur lourd, répondit. « Ngozi, je te jure devant Dieu, je n'ai rien signé. Quelqu'un a utilisé mon nom. Quelqu'un veut ma chute. » Mais personne ne voulait l'écouter. Sa mère, malade et fatiguée, baissa les yeux quand les voisines la questionnaient. Ses amis de l'entreprise se mirent à le fuir. Au marché, on le montrait du doigt. Ade devint l'homme que tout le quartier soupçonnait. Pendant ce temps, Chic restait silencieux. Il observait de loin, jouant le rôle de l'ami inquiet, tout en goûtant secrètement à sa victoire. Il avait désormais la confiance de Musa et une part des bénéfices. Mais il n'avait pas prévu une chose, la vérité, tôt ou tard, finit toujours par refaire surface. Et c'est Inde, le rêveur, qui allait commencer à déterrer ce secret. La vérité cachée. Les jours passaient, et le nom d'Ade s'enfonçait dans la boue. Au marché, les marchandes refusaient de lui vendre à crédit. Les anciens du quartier, jadis fiers de lui, hochaient la tête en murmurant. Voilà ce que font les jeunes quand ils goûtent trop vite à l'argent. Sa mère, accablée, tombait malade. Et Ngozi, sa fiancée, se retirait peu à peu, incapable de supporter le poids des rumeurs. Ade, brisé, errait seul, répétant toujours la même phrase. Je n'ai rien fait, je n'ai rien signé. Mais Inde, lui, n'était pas convaincu. Il connaissait Ade depuis l'enfance. Il savait qu'il n'aurait jamais trempé dans une telle affaire. Une nuit, alors que tout le quartier dormait, Inde prit son courage à deux mains. Armé de son carnet et d'une vieille lampe torche, il décida de suivre discrètement Madame Musa. La nuit des révélations. Aux abords du marché, il vit Musa éteindre son grill, mais ne pas rentrer chez lui. Avec deux hommes robustes, il chargea des sacs lourds sur une vieille camionnette. Curieux, Inde les suivit, se cachant derrière les ombres des bâtiments. La camionnette prit la route poussiéreuse menant vers la périphérie de la ville. Après une demi-heure, ils s'arrêtèrent près d'un terrain vague, entouré de vieilles carcasses de voitures. Là, Inde vit ce qu'il n'aurait jamais cru possible. Sous la lumière blafarde de la lune, les hommes ouvrirent les sacs, des morceaux de viande aux origines douteuses, emballés dans de vieux plastiques. Certains étaient encore saignants, d'autres semblaient déjà en décomposition. Musa, avec son sourire froid, supervisait l'opération. Mais le pire restait à venir. Inde vit une silhouette descendre de la camionnette. Ce n'était pas un inconnu. C'était Chic. Le cœur de Inde manqua un battement. Son ami d'enfance, son frère sans sang, celui qui jurait toujours vouloir le bien du groupe, était là, en train de donner des instructions comme un chef. « Dépêchez-vous » lança Chic. « Cette cargaison doit être prête avant demain. Nos clients attendent. » Musa éclata de son rire grave. « Ah, ton ami a dépensé qu'il serait l'homme de l'avenir. Mais regarde-le maintenant, rejeté par tous, pendant que toi, Chic, tu prends sa place. » Inde, caché derrière une carcasse de voiture, sentit ses jambes trembler. Son esprit refusait d'y croire. Chic, leur frère, était le véritable traître. Le choc de l'amitié brisé. Il resta là, figé, écoutant chaque mot, observant chaque geste. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Il voulait crier, courir vers Ade, tout lui dire, mais il savait que personne ne le croirait sans preuve. Alors, il sortit discrètement son petit téléphone. La caméra tremblait entre ses mains, mais il filma tout, les sacs de viande douteuse, Musa qui riait, et surtout Chic, donnant des ordres avec ce sourire de conquérant. Cette nuit-là, Inde devint le gardien d'une vérité explosive. Une vérité qui pouvait sauver Ade, ou détruire tout le quartier. Et dans son cœur, un dilemme grandissait. Dois-je protéger notre amitié, ou révéler la trahison au grand jour? Le piège. Pendant plusieurs jours, Inde vécut comme un homme hanté. La vidéo dormait dans son petit téléphone, mais son esprit ne trouvait plus le repos. Chaque fois qu'il croisait Chic, son cœur s'alourdissait. Chic riait, plaisantait comme avant, mais derrière ce masque, Inde voyait désormais un loup déguisé en frère. Il se rappelait leurs après-midi d'enfance, à jouer au football avec un ballon en chiffon, à partager le même morceau de gari quand la faim les serrait. Et maintenant, ce même frère complotait avec Madame Musa, détruisant la vie d'Ade et trompant tout un quartier. La stratégie de Inde. Inde savait qu'il ne pouvait pas simplement crier la vérité. Qu'il écouterait? Dans un quartier où les gens croyaient plus aux rumeurs qu'aux preuves, sa parole seule ne valait rien. Mais il avait un atout, la vidéo. Alors il mit au point un plan. Il contacta un cousin, un technicien travaillant dans un cybercafé. Ensemble, ils nettoyèrent les images, rendirent le son plus clair. On y entendait parfaitement la voix de Chic ordonnant. « Dépêchez-vous. Cette cargaison doit être prête avant demain. » Et celle de Musa éclatant de rire.
Ton ami a dépensé qu'il serait l'homme de l'avenir. Regarde-le maintenant. Chaque mot, chaque image, devenait une arme. L'heure du piège. Le samedi suivant, le quartier organisait une nouvelle fête communautaire, cette fois pour récolter des fonds pour les malades touchés par le scandale du Suya. Toute la population était rassemblée, femmes, enfants, commerçants, et même des représentants de la municipalité. Tinde, tremblant mais déterminé, avait convaincu les organisateurs de projeter une vidéo de sensibilisation sur un grand écran prêté par l'église du quartier. Personne ne se doutait de ce qui allait suivre. Quand la nuit tomba, les tambours se turent et la foule se rassembla devant l'écran. L'image apparut, granuleuse mais claire. On y voyait Musa et ses hommes transporter les sacs de viande douteuse, puis, l'impensable, le visage souriant de Chic apparaissant dans la lumière de la lune. Un silence glacial tomba sur l'assemblée. On entendait seulement le grésillement du projecteur. Puis la voix de Chic résonna, enregistrée, forte et impitoyable. « Dépêchez-vous. Nos clients attendent. » Les murmures commencèrent. « C'est Chic? Notre propre frère du quartier? Et Adé alors? Il était innocent. » Les visages se tournèrent vers Chic, assis au premier rang, figé comme une statue. Son front se couvrit de sueur. L'explosion de la vérité. Soudain, les cris éclatèrent. « Traître! À cause de toi, nos enfants ont été malades. Tu as détruit ton frère Adé. » Chic tenta de se lever, balbutiant. « Oh, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce montage est faux. » Mais personne ne l'écoutait. Les hommes du quartier l'encerclèrent, tandis que des femmes pleuraient de rage et de douleur. Et au milieu de cette tempête, Adé, qui jusque-là marchait courbé sous le poids de l'humiliation, releva enfin la tête. Ses yeux croisèrent ceux de Tinde. Un mélange de gratitude et de douleur passa entre eux. Le piège avait fonctionné. La vérité avait éclaté. Mais pour Adé, le goût était amer, il avait retrouvé son honneur, oui, mais au prix de la trahison de celui qu'il appelait son frère. La chute des traîtres. La projection venait à peine de se terminer que la foule se mit à gronder comme une mer en furie. Les cris, d'abord hésitants, devinrent des vagues de colère qui s'abattirent sur Chic et Madame Musa. Les enfants, qui autrefois couraient chercher des miettes de suya au sol, se cachaient maintenant derrière leur mère, effrayés. Les anciens du quartier, assis sur leurs chaises de bois, secouaient la tête, consternés. Le respect et la confiance qui entouraient Musa depuis tant d'années s'étaient effondrés en un instant, comme un vieux mur rongé par le temps. La colère du peuple. « Musa, tu nous as nourris avec du poison », cria un homme, brandissant son poing. « Chic, fils ingrat, tu as trahi ton propre frère », hurla une vieille femme, en lançant une poignée de sable vers lui, signe de malédiction. Les hommes du quartier se ruèrent sur eux. Les autorités, alertées par l'agitation, arrivèrent avec des policiers qui eurent du mal à contrôler la foule. Musa et Chic furent encerclés, menottés sous les insultes et les larmes. Chic, livide, tenta une dernière fois de se défendre. « J'ai fait ça pour nous. Pour sortir de la pauvreté. Adé, toi aussi tu aurais fait pareil ?» Mais Adé, debout au milieu de la foule, le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix tremblante mais ferme. « Non, Chic. L'argent ne vaut rien si on le gagne en écrasant nos frères. Tu n'as pas seulement détruit ma vie, tu as sali notre amitié, notre quartier, et la mémoire de nos pères. » Ces mots, simples mais lourds, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Le prix de l'injustice. Chic et Musa furent emmenés par la police sous les huées. Mais pour Adé, la victoire avait un goût amer. Il avait retrouvé son honneur, certes, mais le mal causé par cette trahison ne pouvait pas s'effacer. Sa mère, affaiblie par les rumeurs et la honte, ne survécut pas longtemps. On disait que son cœur avait lâché de tristesse, convaincu jusqu'au bout que son fils avait été sali par des faux amis. Son enterrement fut sobre, mais rempli de larmes. Sa fiancée, Ngozi, marquée par le scandale et les commérages, s'éloigna peu à peu. Elle ne supportait plus le poids des regards du quartier, ni la douleur d'un avenir brisé. Adé, seul, se retrouva dans une maison vide, hanté par les souvenirs d'un bonheur qui lui avait échappé. La blessure invisible. La vérité avait éclaté, oui. La justice semblait triompher, peut-être. Mais au fond, Adé comprit une chose terrible. Les flammes du Suya n'avaient pas seulement brûlé la viande, elles avaient brûlé nos liens, nos familles, nos vies. La chute des traîtres fut rapide et brutale, mais elle laissa derrière elle des cendres que même le vent du temps aurait du mal à disperser. Le silence après la tempête. Le quartier retrouva peu à peu son calme, mais ce n'était plus jamais le même. Là où jadis les soirs résonnaient de tambours et s'emplissaient du parfum du suya de Madame Musa, il ne restait qu'un vide lourd, presque sacré. Le grill du vieux marchand, autrefois entouré de rires et de fumée, était désormais rouillé, abandonné comme un témoin muet d'une époque révolue. Adé, un homme brisé. Adé errait souvent dans les ruelles, les mains dans les poches, le regard perdu. Il n'était plus accusé, plus rejeté,
mais il n'était pas pour autant réhabilité dans son cœur. Chaque salut du voisin, chaque sourire compatissant, lui rappelait qu'il avait été traîné dans la boue à cause d'un frère qu'il aimait comme son propre sang. Chez lui, la chaise de sa mère restait vide. Il la fixait souvent, entendant encore sa voix faible. « Mon fils, protège ton nom, car c'est tout ce qu'un homme laisse derrière lui. » Ces mots le hantaient. Il avait récupéré son honneur aux yeux du monde, mais au prix de la vie de celle qui lui avait donné la sienne. L'ombre de la trahison. Le pire, ce n'était pas la pauvreté retrouvée, ni la solitude après le départ de Ngozi. Le pire, c'était ce souvenir qui refusait de s'effacer, le visage de Chic, criant qu'il avait fait tout cela pour eux. Chaque fois qu'Adé passait devant la prison où Chic était détenu, son cœur se serrait. Une partie de lui voulait le haïr à jamais. Une autre partie, celle qui se souvenait des après-midi d'enfance et des rêves partagés, voulait pleurer pour lui. Le vrai poison n'était pas dans la viande, pensa-t-il un soir, assis seul sous un manguier. Le vrai poison était dans le cœur de celui que j'appelais frère. Le silence du suya. Dès lors, Adé ne mangea plus jamais de suya. Même l'odeur des épices grillées lui donnait la nausée. Les habitants du quartier, eux aussi, n'osaient plus en préparer. Le suya, jadis symbole de fraternité et de fête, était devenu le rappel amer d'une trahison qui avait brisé bien plus qu'une amitié. Les tambours avaient repris, les enfants couraient encore, les femmes chantaient toujours, mais là où le suya fumait autrefois, il ne restait que le silence. Et dans ce silence, Adé vivait, portant en lui une cicatrice invisible, un poids qu'aucun festin, aucune réussite, aucune fête n'effacerait jamais.